Voici l'histoire de Madame Leroux, une descente aux enfers qui s'est jouée à huis clos, derrière les lourds rideaux de velours d'un appartement parisien. C'est une histoire qui nous glace le sang, non pas par la violence physique, mais par la cruauté psychologique. Une histoire qui pose cette terrible question: jusqu'où un enfant peut-il aller par amour de l'argent? Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous emmener dans le 15e arrondissement de Paris, là où le drame s'est noué. Il est 19 heures, ce mardi de novembre. Dehors, la pluie bat les pavés parisiens, une pluie froide insidieuse, de celle qui vous transperce les os. Mais le véritable froid, celui qui fige le sang, se trouve à l'intérieur de l'appartement du 3e étage. Dans ce salon aux moulures anciennes, où l'odeur de la cire d'abeille et des vieux livres a toujours régné une scène d'une violence inouïe, est en train de se dérouler. Hélène Leroux, 75 ans. Une femme d'une élégance naturelle, les cheveux argentés toujours impeccablement tirés en chignon, est assise recroquevillée dans son fauteuil Voltaire. Ses mains tremblent. Elles tremblent si fort que la feuille de papier qu'elle tient produit un bruissement continu, presque insupportable, dans le silence de la pièce. Ce papier, c'est un relevé de compte bancaire. Une longue liste de chiffres, de débits, de dates qui danse devant ses yeux embués de larmes. Face à elle, debout, dominant la situation de toute sa hauteur, se tient Thomas, son fils, sa chair, son sang. Il a 40 ans, mais ce soir, son visage est déformé par une colère qui semble étrangère à l'enfant qu'elle a bercé. Il pointe un doigt accusateur vers elle, sa voix résonnant contre les murs tapissés de toiles de Jouy. « Maman, enfin, regarde-moi quand je te parle !» hurle-t-il. Hélène sursaute comme frappée physiquement. « Tu as encore oublié. C'est incroyable. C'est toi, maman, c'est toi qui as commandé cette console de jeu. Tu me l'as dit la semaine dernière pour l'anniversaire de Léo. » Hélène secoue la tête perdue. Léo, son petit-fils, elle l'adore. Mais une console à 600 €, elle qui compte chaque centime, elle qui note le prix de la baguette sur un petit carnet noir depuis la mort de son mari. Non, Thomas, je t'assure, je n'ai jamais, balbutie-t-elle d'une voix éteinte. Thomas soupire bruyamment, un soupir chargé de mépris et d'une fausse lassitude accablée. Il s'accroupit devant elle, changeant soudain de ton. Sa voix devient doucereuse, presque clinique, ce qui est encore plus terrifiant. Il lui prend les mains, les serre un peu trop fort. « Maman, écoute-moi, ça recommence. Comme la semaine dernière avec les clés, comme hier avec le gaz. Tu perds la mémoire, maman. Tu perds la tête. C'est Alzheimer, c'est sûr. Je vais devoir appeler le docteur Martineau dès demain. On ne peut plus continuer comme ça. Tu deviens dangereuse pour toi-même. » Hélène le regarde les yeux écarquillés par la terreur. Alzheimer, le mot est lâché. Le spectre qui hante toutes ses nuits. Est-ce possible? A-t-elle vraiment commandé cet objet? A-t-elle oublié? Elle sent une nausée monter. Elle baisse les yeux vaincus. Je suis désolée, mon chéri. Je ne sais plus. Je crois que je deviens folle. » Et dans ce salon bourgeois, une mère demande pardon à son bourreau, persuadée que son propre esprit est en train de la trahir. Mais pour comprendre comment Hélène Leroux, cette femme autrefois si vive, si intelligente ancienne professeure de lettres classiques, en est arrivée à douter de sa propre santé mentale, il nous faut remonter le temps. Il nous faut revenir 6 mois en arrière. À cette époque, Hélène vivait seule. Veuve depuis 5 ans de son mari Jean-Pierre, un cadre des assurances avec qui elle avait partagé 40 années d'un bonheur simple et laborieux. Ils avaient acheté cet appartement à crédit il y a 30 ans. C'était le fruit du labeur d'une vie, leur bâton de vieillesse. « La pierre, Hélène, il n'y a que ça de vrai », disait toujours Jean-Pierre. Hélène gérait son veuvage avec dignité. Elle avait ses rituels, le marché rue de la Convention le mardi et le vendredi le bridge avec ses amis le jeudi après-midi et la messe le dimanche. C'était une vie réglée peut-être un peu solitaire, mais sereine. Une vie de vieille dame indigne, comme elle aimait le dire en riant, s'offrant parfois une religieuse au café du coin. Et puis un jour, la sonnette a retenti. C'était Thomas. Thomas le fils unique, l'enfant roi. Celui à qui l'on avait tout passé.
Il arrivait avec 2 valises et un visage de chien battu. Son mariage venait d'exploser, son entreprise avait fait faillite. Il était à la rue, ou presque. « Maman, je n'ai nulle part où aller, juste pour quelques semaines, le temps de me refaire. » Le cœur d'Hélène n'avait fait qu'un bond. Comment refuser l'asile à son enfant? Elle lui avait ouvert grand les bras et la porte de sa chambre d'amis restait intacte depuis son départ 20 ans plus tôt. Les premières semaines furent idylliques. Un véritable bain de jouvence pour Hélène. Avoir un homme à la maison, entendre du bruit des rires, sentir l'odeur du café frais le matin, avant même de se lever. Thomas était parfait. Il faisait les courses, portait les packs d'eau, changeait les ampoules grillées que Hélène n'osait plus atteindre sur l'escabeau. Il cuisinait même de petits plats, lui servait un verre de vin le soir. « Tu dois profiter, maman, papa, aurait voulu que tu profites, » lui disait-il en souriant. Hélène se sentait choyée, protégée. Elle remerciait le ciel de lui avoir rendu son fils. Elle ne voyait pas le regard calculateur qu'il posait sur les bibelots, sur l'argenterie, sur les relevés de compte qui traînaient sur le secrétaire. Elle ne voyait pas le loup qui venait d'entrer dans la bergerie déguisé en agneau blessé. Le piège s'est refermé doucement avec une habileté diabolique. Tout a commencé par des détails administratifs. Un matin, autour d'un café, Thomas a posé sa main sur celle de sa mère. « Maman, je vois bien que ça te fatigue, toute cette paperasse. Les factures, EDF, les impôts, la mutuelle. Laisse-moi gérer ça pour toi. Avec Internet, ça prend 2 minutes. Toi, repose-toi. » Hélène, d'abord réticente, elle avait toujours tenu ses comptes au centime près, avait fini par céder. Après tout, il avait raison, sa vue baissait et ses formulaires en ligne étaient si compliqués. Elle lui avait donné ses codes d'accès. Elle lui avait même donné, dans un élan de confiance absolue, le code de sa carte bleue pour qu'il puisse faire les courses sans avoir à lui demander de la monnaie à chaque fois. « C'est plus pratique, maman, » avait-il dit. C'était le début de la fin. La phase suivante fut celle de l'isolement. Insidieusement, Thomas a commencé à faire le vide autour d'elle. Quand le téléphone sonnait, c'est lui qui répondait. « Maman se repose. Elle n'est pas très en forme aujourd'hui. Elle vous rappellera. » Mais Hélène ne rappelait jamais car Thomas oubliait de lui transmettre les messages. Ses amis du bridge, inquiètes au début, ont fini par espacer les appels, pensant qu'elle dérangeait ou que la maladie s'installait. Même chose pour les voisins. Quand Madame Michu, la voisine de palier, croisait Thomas dans l'escalier, « Comment va votre mère ?» On ne la voit plus. Thomas prenait un air grave, confidentiel. « Ah, Madame Michu, c'est difficile. Elle décline. Elle a des absences. Le médecin dit qu'il faut beaucoup de calme. » Et la voisine compatissante n'osait plus sonner à la porte. Hélène se retrouvait seule prisonnière dans sa propre maison, avec pour seul geôlier son fils adoré. Puis vint le temps des dépenses étranges. Des colis arrivaient, des parfums de marque, des vêtements de luxe, des gadgets électroniques. Au début, Hélène s'étonnait. « Mais Thomas, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas commandé ça. » Et c'est là que le génie maléfique de Thomas s'exprimait pleinement. Il utilisait une technique de manipulation psychologique redoutable, ce que les anglo-saxons appellent le gaslighting, le détournement cognitif. Avec un aplomb déconcertant, il lui répondait « Mais si, maman, tu ne te souviens pas, on a regardé la publicité ensemble à la télé mardi soir, et tu as dit « Oh, ça me ferait plaisir. » Alors, je l'ai pris pour toi. Ne me dis pas que tu as oublié. Ça m'inquiète vraiment, maman. Hélène, déstabilisée, cherchait dans sa mémoire. Avait-elle dit ça? C'était possible. Elle était fatiguée ces derniers temps. Et puis Thomas était si sûr de lui. Pourquoi mentirait-il? Il était son fils. Elle finissait par douter. « Ah oui, peut-être. Je suis sotte. Merci, mon chéri. » Et le colis finissait dans un placard ou disparaissait mystérieusement quelques jours plus tard, revendu par Thomas sur des sites d'annonces. Le doute s'instillait en elle comme un poison lent. Chaque oubli supposé était une preuve de plus de sa déchéance. Thomas jouait avec sa réalité. Il déplaçait des objets, ses lunettes, ses clés, son livre en cours. « Maman, tes lunettes sont sur le frigo, tu les as posées là tout à l'heure. » Hélène savait pertinemment qu'elle ne les mettait jamais là.
mais face à l'évidence, elle finissait par croire qu'elle perdait la raison. La tension est montée d'un cran lorsqu'il a commencé à parler de l'avenir, de mesures de protection. Le mot « tutelle » a été prononcé un soir au détour d'une conversation sur le prix du chauffage. « Tu sais, maman, si ta mémoire continue de flancher, il faudra peut-être officialiser les choses. Le juge des tutelles pourrait t'aider. » Ou alors, il laissait sa phrase en suspens, lourd de menaces implicites. « Ou alors quoi ?» demandait-elle, la gorge serrée. « Ou alors l'EHPAD, maman, la maison de retraite. Tu sais bien qu'on ne pourra pas te laisser seule ici si tu deviens un danger pour l'immeuble. Imagine si tu laisses le gaz ouvert. » L'EHPAD. Le mot terrible. La peur ancestrale de finir ses jours dans un mouroir, loin de ses meubles, de ses souvenirs. Hélène était prête à tout accepter pour éviter cela. Même à signer cette procuration bancaire totale qu'il lui mettait sous le nez depuis des jours. Nous sommes maintenant au cœur de la tourmente, mes chers auditeurs. Hélène est l'ombre d'elle-même. Elle a perdu 5 kilos. Elle ne sort plus. Elle passe ses journées assise devant la fenêtre, regardant la vie passer sans elle, attendant le verdict de son fils sur son état mental du jour. Elle se sent coupable. Coupable d'être un fardeau, coupable de vieillir, coupable de perdre la tête. Elle, qui avait été une femme forte, une maîtresse de maison respectée, n'est plus qu'une petite chose fragile entre les mains d'un manipulateur. Thomas lui exulte. Il a le contrôle total. Les comptes se vident, sa garde-robe se remplit, il mène la grande vie aux frais de la vieille, comme il l'appelle sans doute avec ses amis. Il se croit intouchable. Il pense avoir commis le crime parfait, le meurtre de l'âme, sans laisser de traces. Mais le destin, mes amis, a de l'humour. Parfois noir, certes, mais il a le sens du timing. Le grain de sable qui va enrayer cette mécanique cruelle va prendre la forme la plus banale qui soit une visite inattendue. C'était un jeudi après-midi. Thomas était sorti pour des rendez-vous d'affaires, disait-il probablement pour flamber l'argent de sa mère dans les bars branchés du Marais. La sonnette a retenti. Hélène a hésité. Elle n'avait pas le droit d'ouvrir, Thomas le lui avait interdit. C'est dangereux, maman, avec tous ces démarcheurs agressifs. Mais la sonnette a insisté. Un coup long familier. Hélène s'est levée, s'appuyant au meuble, et a regardé par l'œilleton. C'était Michel, le facteur. Pas un jeune livreur pressé d'Amazon, non. Michel, le facteur du quartier depuis 20 ans. Celui qui avait connu Jean-Pierre, qui avait vu grandir Thomas. Il tenait un gros paquet carré dans les bras. Hélène, dans un réflexe de politesse d'autrefois, a ouvert la porte. « Bonjour, Madame Leroux », a lancé Michel avec son sourire jovial, sous sa moustache grise. « J'ai un recommandé pour vous, il faut une signature. Et puis, j'ai ce colis qui ne rentrait pas dans la boîte. » Hélène a signé la main tremblante. Elle a regardé le colis. L'étiquette portait le logo inconfondable de la maison Louis Vuitton. Un sac à main, hors de prix. Michel Bavard, comme à son habitude, n'a pas remarqué le trouble de la vieille dame. Il a essuyé son front. Dites donc, il ne se refuse rien, le petit Thomas. J'ai vu ça sur son Facebook l'autre jour, il posait avec le même modèle en disant qu'il allait l'offrir à sa fiancée. C'est beau, hein? Allez, bonne journée, Madame Leroux.